Bonsoir, je le dis tout de suite, c'est un invité bien atypique que je reçois ce soir. Homme politique, il est investi des pouvoirs mystiques et n'hésite pas à dénoncer ceux qui auraient pactisé avec le diable pour détourner le Cameroun de son chemin vers le développement. Il revendique aussi une proximité avec les présidents Biya, Ali Bongo Ondimba, Mamadou Tandja et l'ex-président Bozizé, pour ne citer que ces quelques-uns. Très proche des enfants de la rue du Cameroun, Jean-Marc Ngos leur apporte assez régulièrement soutien et réconfort à travers des actions multiformes. Musulman de confession, le président national du Parti d'Avril, du Parti de l'Esprit d'Avril 48, est dans le mythique fauteuil rouge. Et je vous le dis tout de suite, il déclare qu'il est le 3e président de la République, dans le futur chef d'État. Jean-Marc Ngos, bonsoir. Bonjour, monsieur député Tongo. Commençons peut-être par là. Bonjour à vos nombreux auditeurs, à vos nombreux téléspectateurs, devrais-je dire, de par le monde. Je ne suis pas le futur chef de l'État, je suis le prochain chef de l'État. D'accord. Que le décor soit planté. C'est quoi la nuance? Le futur, il est aléatoire. Le futur, il peut arriver dans 100 ans, dans 50 ans. Mais le prochain, c'est celui dans le temps. Ça veut dire que quand celui qui est parti, comme le roi Saül est parti, alors David sera aussi. Comme le roi Glélé est parti, Béanzé est arrivé. Donc, celui qui est là, qu'il fasse le temps que Dieu lui a réservé. Quand il sera parti, je serai dans le fauteuil. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et comment. Parti de l'Esprit d'Avril 48, une bien curieuse appellation pour votre parti politique. Écoutez, je suis parti d'un principe simple. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent, et la providence de ceux qui naîtront. Donc à partir de ce moment, on doit se dire, on n'a pas inventé le fil à couper du beurre. Il y a eu des gens avant nous, il y a eu nos pères fondateurs. Et en avril 48, ils se sont mobilisés, le 10 avril précisément, pour dire le pays va mal. Il faut promouvoir une vision politique qui mette en avant, ou alors qui ait pour vision d'obtenir l'unité nationale, ça veut dire l'unité du Cameroun oriental et occidental, obtenir l'indépendance totale et immédiate du Cameroun. Je précise que cette unité voulue en 48 reste un problème d'actualité au vu de ce qu'on traverse dans les régions anglophones du pays. Il voulait l'indépendance totale et immédiate du Cameroun. Nos fonds, notre monnaie est encore battue à chamalière. Nos fonds souverains sont logés sur un compte d'opération à Paris via la BEAC. Et vous convenez donc avec moi qu'on n'a pas la pleine souveraineté. L'indépendance, on peut le dire, reste un problème d'actualité. Le troisième point qu'ils avaient à l'ordre du jour était se battre pour relever le niveau de vie des Camerounais. Et aujourd'hui, le mal-être, l'instinct de conservation, pousse nos compatriotes jusqu'aux confins du monde. Ça reste donc un problème d'actualité. Alors nous sommes donc dit, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, je le répète, les associés de ceux qui vivent. Et quelle meilleure plateforme d'association qu'un parti quand on veut œuvrer dans le champ politique. Et nous sommes la providence de ceux qui naîtront. Raison pour laquelle on a conçu, pensé un projet de société en béton depuis 15 ans. Je le déroulerai ici tout à l'heure pour que nos compatriotes soient édifiés et qu'ils aient des matières à juger parce qu'il est un tort de juger sans jauger. En résumé, on peut vous classer dans la lignée des UPCistes. Je dirais que l'UPC et l'UPA 48 sont consubstantiels. On a cette substance qui émane des pères fondateurs. Parce que je dis, nos pères fondateurs avaient une vision à l'origine, c'était fondé sur l'intégrité. Aujourd'hui, le 46 doit être intègre. Elle se fondait sur l'éthique. Aujourd'hui, le 46 doit promouvoir les valeurs d'éthique. Elle se fondait sur la crainte de Dieu. Dieu alpha oméga, pas Dieu des religions. Donc, c'est toutes ces valeurs-là que nous voulons défendre aujourd'hui, promouvoir, parce qu'elles ont apporté beaucoup à notre société et peuvent encore apporter beaucoup. Pour la petite histoire, en 1957, quand Louis-Paul Ojoula sollicite Monseigneur Mongo de jouer les intermédiaires pour que justement Oumyobé devienne le président de la République du Cameroun, on lui pose 2 conditions. Première condition, dissoudre le nationalisme. Ça veut dire trahir ses compagnons de lutte. Quand on sait qu'il faisait le caddie, il buvait le caddie au maquis. Et deuxième condition, défendre les intérêts du colon. Et là, s'il le voulait, il aurait fait du Cameroun un royaume. Chose qu'il a refusée. Je vous mets au défi de trouver encore dans notre société aujourd'hui des gens qui pourraient dire non à ce type de proposition. Nous devons donc être ceux-là qui prouvent que voilà, c'est encore possible d'avoir des gens d'éthique, des gens de valeur, des personnes intègres. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, en 2007, j'ai refusé d'être ministre, j'ai refusé d'entrer au gouvernement. J'ai reçu une mission du cabinet civil qui a dit
très clairement, je ne trahis pas ici un secret, le chef de l'État nous a envoyé, il voudrait que vous soyez ses yeux et ses oreilles à Douala. Il n'y a que la pluie et le soleil qui vont vous toucher. Je leur ai dit, regardez ma résidence, la pluie et le soleil ne me touchent pas. Alors, allez donc dire au chef de l'État de poser des actes de développement, entre autres, construire une université à Bamenda, goudronner l'axe que maman fait aujourd'hui qui permet de faire front face aux revendications sécessionnistes, construire un port naturel et commercial à Limbe, parce qu'on ne peut pas avoir un port commercial à Douala qui a un débouché sur le fleuve, un port à Kribi qui a un débouché sur la mer, et Limbe et un débouché sur la mer qu'on n'est pas un port commercial là-bas. Il faut équilibrer le développement pour pallier au malaise que nous vivons aujourd'hui. Nous étions en 2007, mon cher Dipita. J'ai proposé qu'on récupère 1/5 des avoirs détournés par les prévaricateurs de la République. J'ai saisi le chef de l'État par lettre ouverte. Elle a fait la une des médias. Je prends à contribution et à témoignage M. El Pacho, le frère à M. Niempopoli, qui était à l'époque au Popoli. Je prends M. Jean-Jacques Zeu, qui est à l'époque à Sud FM. Il m'a reçu un matin. On a épilogué sur cette correspondance-là. À l'époque, les lettres ouvertes n'étaient pas vulgaires. Nous étions en 2007. Parce qu'il faut le préciser, le PEA 48 existe officiellement depuis le 6 mars 2007. Alors, si vous êtes donc relativement aligné sur les principes, sur la vision des pères fondateurs, qui aujourd'hui, certains se revendiquent également de cette vision au sein de l'UPC, pourquoi avoir créé un autre parti et ne pas intégrer ceux-là qui se réclament les héritiers de Oumiobe et autres? Ben vous savez, M. Dipita Tongo, STV, c'est bien une chaîne de télévision. Absolument, évidemment. Je pense que si je suis votre logique, votre patron n'aurait pas ouvert cette chaîne, il aurait pu s'allier sur la CRTV, prendre des parts, des actions à la CRTV. Mon patron n'a pas la même logique, n'a pas la même idéologie éditoriale que les autres. Bon, dans ce donc cas, vous êtes un héritier, vous réclamez de l'héritage de Oumiobe comme certains autres. Ben, écoutez, alors pourquoi tous les enfants de Oumiobe ou alors tous ceux qui se réclament de Oumiobe ne s'asseyent pas ensemble et se mettent dans le même panier, dans le même crabe, panier à crabe pour développer son idéologie? Monsieur Dipita Tongo, vous parlez bien des crabes. On n'est pas héritier parce qu'on le décrète. On est héritier parce qu'on assume l'héritage. Quand vous parlez d'une UPC, vous savez, de coutume, ceux qui me connaissent savent que je peine souvent à parler des individus, parce que les petits gens parlent des individus, les gens moyens parlent des événements, mais les grands gens préfèrent parler des idées. Mais le terrain sur lequel vous m'amenez, j'ai souvent, dans une approche analytique, constaté qu'effectivement, les héritiers de Oumiobe, les pseudos, comme vous dites, en 97 nous ont dit, et ça, je ne sais pas dans quel amphi on a enseigné ce théorème, même en Sciences Po, ce théorème en politique, que quand on se noie, on s'accroche à tout, même à un serpent. Alors, depuis 97, on s'est accroché... Vous reprenez une célèbre phrase de Augustin Frédéric Kodok. Je suis en train d'illustrer. En 97, on s'est accroché au serpent. 21 ans plus tard, les Camerounais n'ont toujours pas d'eau et n'ont pas d'électricité. Les Camerounaises meurent en donnant la vie. Les familles au Cameroun mettent la marmite au feu une fois par semaine. L'éducation est devenue un luxe. Alors, le chômage est ambiant. La seule alternative qui s'offre à la jeunesse, c'est la conduite des motos. Quand ils ont de la chance, l'avenir est sombre. On s'est accroché au serpent, voilà les résultats. Alors, je pense donc, vous savez, en sociologie, pour avoir appris la sociologie se fonde sur les faits, sur les actes, et non sur l'imaginaire. Alors, je crois donc, partant de ce principe, nous avons analysé, nous avons compris qu'effectivement, dans un panier à crabes, si vous laissez les crabes dans un panier et que vous allez aux États-Unis, vous revenez 20 ans plus tard, vous les trouverez au même endroit. Parce que le premier qui voudra grimper, les autres vont le ramener vers le bas avec leurs pinces. Et le crabe, il a multiples pattes, il va quelquefois dans toutes les directions, il finit écrasé. Pourtant, il vaut mieux encore être un chien, parce que le chien a 4 pattes, mais il suit toujours une seule direction. Alors si je décrypte un peu votre lecture, vous dites en d'autres termes que les héritiers ou ceux qui se réclament des héritiers... On bafoué l'héritage des pères fondateurs. Voilà. Parce que justement, je vais vous dire, si permettez que je place la question. Donc vous dites que ceux-là, ils ont dévoyé l'esprit de Oumiobe. Si on s'en tient peut-être, par exemple, à vos performances électorales, vous existez depuis 2007, votre parti. Nous sommes en 2011, nous sommes en 2018. Alors si on s'en tient aux performances électorales, on n'avait pas pris part au municipal antérieur, pas pris part
à la présidentielle de 2011. D'accord. Mais si on s'en tient donc à ces résultats, on ne peut pas dire différents des autres. Hein. Vous savez, quand on rentre en politique, il y a un préalable. La préparation des masses, la préparation des cadres de demain. Il y a un travail fondamental qui doit être fait. Je ne suis pas rentré en politique pour avoir des électeurs, pour avoir des élus. Parce que justement, quand vous avez des élus qui ne cadrent pas avec le courant politique que nous avons mis en place, que nous appelons le quarantisme, je vous dis ici, c'est le tout premier courant politique africain conçu, pensé. Quarantisme, le quarantisme est une œuvre, c'est un néologisme, hein, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire, il va y rentrer, ça j'en suis sûr. Je vous le définis, le quarantisme, comme étant une œuvre existentielle qui stigmatise les égoïsmes et les aspirations égocentriques collectives dues à l'omnipotence mercantiliste dans des sociétés de plus en plus déshumanisées par l'aliénation matérialiste et la perte des valeurs humanistes. Donc, en résumé, justement, je ne veux pas rester dans l'approche théorique, le quarantisme est ce courant politique-là qui fait de l'homme une finalité et non plus un tremplin. Tout au profit de l'homme et non au détriment de l'homme. Tout pour servir l'homme et non pour la servir. Le quarantisme va puiser dans le machiavélisme, il va puiser dans le léninisme, il va puiser dans le socialisme, il va puiser dans le communisme. Et comment vous matérialisez tout ça dans notre société qui, comme vous le dites, est dépourvu pratiquement de tout? Nous le matérialisons donc effectivement par la préparation des masses, comme je vous le disais, de nos militants, la conception de projets réalistes, pragmatiques et crédibles. En 2007, nous avons estimé qu'il n'était pas judicieux d'aller aux élections. Parce que justement, on tue le serpent par la tête et jamais par la queue. On a des partis politiques au Cameroun qui ont eu hier 68 députés. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre société? On a eu un parti qui est le leader de l'opposition. Ils ont eu hier des dizaines de députés. Ils ont gagné toutes les mairies en 1997. Les Camerounais n'ont toujours pas d'électricité. Vous êtes journaliste. Citez-moi un seul texte de loi qui est passé au Parlement du fait de ces élus. Citez-moi un seul. On a eu des gens qui ont eu toutes les mairies. Montrez-moi un seul projet de développement qui a été réalisé parce qu'ils étaient aux affaires. Justement, c'est difficile parce qu'ils ne contrôlent pas l'exécutif. Et c'est pour ça que nous avons donc dit il faut faire un travail de terrain, tel un feu de brousse et non comme un feu de paille. Il faut préparer les masses, avoir des gens convaincus, parce que je le dis, il vaut mieux avoir des militants convaincus et non des militants convaincus. Justement, sur la base de vos performances lors des élections, vous comprendrez peut-être... Nous n'avons jamais été aux élections jusqu'ici. Nous ne sommes pas allés aux élections. Et je vais vous dire, pour parler de l'esprit d'avril, si Oumioba avait voulu travailler sur le néocolonialisme, je vous l'ai dit, il serait aux affaires. Donc dès lors où nous avons en face des gens qui sont en accointance, en intelligence, avec le régime, l'excroissance du régime néocolonial qui est en place depuis les années 60, parce qu'ils ont accepté les conditions du colon, ben, monsieur Dipita, si vous n'allez pas aux élections, comment entendez-vous mettre en œuvre votre quarantisme? Ben, si vous n'allez pas... Je vous dis, c'est clair, c'est simple. L'Ompodol Ruben Oumiobe disait « Il faudra redonner au peuple camerounais les moyens d'espérer, mais tout en lui présentant des options claires pour son avenir. Pour ceci, il faudra la vérité. Oui, en politique, il faut aussi la vérité, même si elle blesse et déplaît, parce qu'on ne saurait bâtir l'avenir d'un peuple dans les mensonges. Oui, quand cela sera fait, alors quand cela sera fait, l'alternance se fera. » C'est pour ça que, M. Dipita Tongo, nous avons pensé le Cameroun. J'ai pensé le troisième régime. Aujourd'hui, parce que quand j'ai dit je suis le prochain chef de l'État, beaucoup ont trouvé que c'était prétentieux, c'était excessif. Mais M. Dipita Tongo, j'apporte l'assurance maladie obligatoire, universelle, responsable et républicaine. Je l'ai entendu récemment, hein. Le gouvernement a également... Permettez-moi de dérouler, monsieur. Oui, allons-y, mais je veux dire que ça n'a pas l'air nouveau. Maintenant, il faut que les Camerounais le concrétisent. Ça n'a pas l'air, je vais vous montrer comment c'est nouveau. D'accord. C'est une première dans le monde. J'apporte l'assurance maladie obligatoire, universelle, responsable et républicaine. C'est le projet Amour. Grâce au projet Amour, demain, les Camerounais ont accès à des conditions de santé décentes, moyennant 500 francs CFA de cotisation mensuelle, soit $1, moins d'€1. Comment? Comment? Nous créons l'ACS, l'Agence camerounaise de la santé. L'ACS a vocation à obliger, à mener tous les Camerounais à avoir une carte d'assuré maladie qui coûtera 3 000 francs, à peine $6, moins de 5 €. Alors, avec cette carte d'assuré maladie de 3 000 francs annuellement, quand vous l'avez, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire,
Vous ne pouvez pas payer une facture d'électricité, d'eau, machin, un ticket de voyage. En fait, c'est ça qui conditionne votre insertion sociale. Parfait, vous avez tout compris. Maintenant, quand vous l'avez donc, vous avez l'obligation de cotiser mensuellement. Si vous êtes sans emploi, vous êtes mineur, élève, étudiant, vous cotisez 500 francs mensuels. Si vous êtes une personne en mobilité réduite, une personne handicapée, vous cotisez 250 francs mensuellement. Si vous avez une source de revenus tant formelle qu'informelle, vous cotisez 2,5% de vos revenus. Quand vous l'avez fait, M. Djipita Tongo, et que vous tombiez malade, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous rendre dans le centre hospitalier de votre choix en charge de la maladie ou de la pandémie dont vous souffrez. Ça veut dire que vous avez mal de tête, vous n'avez pas à aller à l'hôpital général pour créer des embouteillages à l'hôpital général. Vous devez aller à la PMI ou au dispensaire en charge des maux de tête. Vous n'allez pas à l'hôpital général parce que vous avez un petit panier. Et quand vous y allez donc, le centre hospitalier en question saisit l'agence ACS la plus proche. Mais vous dites... Permettez-moi d'aller jusqu'au bout, terminé. On alerte l'agence ACS de la plus proche qui envoie une équipe se rassurer de l'effectivité de votre prise en charge. Vous remplissez la paperasse qui va avec. On vous prend en charge jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Quand vous êtes rétabli, vous repartez signaler que voilà, votre prise en charge est terminée. Le centre hospitalier, à son tour, dépose ses factures auprès de l'agence ACS et est réglé dans les 10 jours qui suivent. Maintenant, M. Djipita Tongo, on va rentrer dans les chiffres. Quand vous prenez le ratio de 1000 francs, parce que l'autre qui cotise 500 francs, un autre 25 000, l'autre 50 000, 100 000, si vous prenez le ratio de 1000 francs par assuré maladie, pour 20 millions, restons table sur 20 millions d'assurés maladie, ça fait 20 milliards de francs CFA de masse monétaire pour la couverture sanitaire. En 12 mois, on a 240 milliards de francs CFA. Selon les statistiques de l'INS, je n'invente rien. Suivant l'exercice budgétaire passé et non courant, le Cameroun a dépensé 154 milliards pour les besoins sanitaires. Les Camerounais meurent toujours pour 100 francs de paracétamol. On meurt toujours en donnant la vie. On a toujours des monnaies koumatékel. L'offre sanitaire est toujours nulle. Donc avec ça, on a déjà 240 milliards de masse monétaire mobilisée pour la couverture sanitaire. On a une plus-value de 154 milliards. Parce que justement, les 154 milliards prévus à cet effet, nous les avons ignorés. On a mobilisé 240 milliards en mettant le contribuable à la contribution sans qu'il ne le ressente. Sans qu'il ne le ressente. Donc, les 154 milliards, c'est déjà une plus-value. C'est un gain substantiel qu'on a. Et maintenant, ce projet permet de facto d'améliorer l'offre sanitaire. Parce que justement, si votre plateau technique n'est pas bon demain, personne ne vient se soigner chez vous. Si vous n'avez pas un pavillon en charge de la médecine traditionnelle, sur la base de ce que j'ai retenu jusqu'ici, vous allez poursuivre. Oui. Permettez que je mette 2 questions. Allez-y. Vous dites assurance... Maladie obligatoire, universelle, responsable et républicaine. Gratuite. On dira que c'est gratuit. 500 francs, c'est insuffisant, c'est moins du prix d'une bière. Donc, ok, en fait, c'est là que je voulais revenir parce que la récente proposition ministérielle qui date de peut-être 2 semaines parlait effectivement d'une assurance pour tous à coût réduit ou à coût... On la finance comment? En allant au FMI ou à la Banque mondiale? Je vous parle d'un projet où nous ne nous endettons pas. On hypothèque pas l'avenir de nos enfants. On reste dans la souveraineté. On ne va pas tendre la main. Parce que Lumumba disait la main qui donne, c'est la main qui dirige. Nous n'allons pas commander quoi que ce soit, qui que ce soit. On impulse le développement nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis, s'il y avait eu ce projet, les Lisati seraient vivantes. Avec ce projet-là, on n'a plus d'émissions au regard social, je sais pas moi, les émissions à caractère social, où on vient mendier à la télé, je meurs déjà, cotiser 100 francs, aidez-moi. La gouvernance du misérabilisme, la gouvernance de la mendicité s'arrêtera avec ce deuxième régime. J'en prends l'engagement ferme. Et l'assurance maladie obligatoire universelle, responsable républicaine, sera appliquée. Ça, c'est d'un. Sur le plan économique, M. Djipita Tongo, demain, nous entendons créer annuellement. Ça, c'est sous l'inspiration du plan Marshall, mis en place en 1948 par George Marshall, qui a permis de booster l'économie européenne. Alors, annuellement, demain, on l'a fait d'ailleurs en 1963, avec les hommes d'affaires que vous connaissez, vous et moi. Maintenant, on refait ça annuellement, on crée 100 hommes d'affaires camerounais. Les 100 hommes d'affaires camerounais qu'on crée ont l'obligation d'employer 95% de la main-d'œuvre camerounaise. Et ils ont le droit d'employer 5% de main-d'œuvre étrangère. Parce qu'on a des droits, mais aussi des devoirs. Et quand ces hommes d'affaires, on les crée, c'est sur la base de quoi? Du clientélisme, du népotisme, du copinage ou du tribalisme? Non, oh que non. On reste dans une gouvernance équitable. Parce que justement, l'équité en politique
est porteuse de justice, porteuse de bien-être. Contrairement à l'égalité qui est porteuse d'injustice et d'inégalité comme ça se doit. Alors maintenant, M. Dipita Tongo, pour être éligible à la donation de 5 milliards, pour être fait homme d'affaires, vous devez avoir un numéro de matricule. Le numéro de matricule vous coûte 15 000 francs CFA. Alors, on dit, M. Dipita Tongo, venez, vous avez payé à la CONI 15 000 francs à la Commission nationale d'investissement. On vous remet le numéro, par exemple, 4010. Et là, tous les semestres, on a un tirage au sort à l'explanade des mairies dans les 10 régions. On tire au sort 5 personnes tous les semestres, 10 annuellement, par an, par région. Ça fait 100. Alors, quand on vous a tiré au sort, on vous dit, monsieur, le numéro 4010, rapprochez-vous de la CONI. Quand vous venez, la CONI joue à vos côtés un rôle de superviseur, de contrôleur, d'avaliste auprès des banques, parce que le capital de 5 milliards qu'on vous donne peut être insuffisant pour lancer votre projet, parce que je dis, ces hommes d'affaires devront investir dans l'industrialisation, ils devront investir dans l'économie fondamentale, non pas dans l'import-export des trucs à des millions de francs. Moi, ce qui m'intéresse, deux éléments qui m'intéressent, oui. Ça veut dire je veux dire, sur l'auto, qu'on va créer nos hommes d'affaires, un peu de jeu de hasard. Vous êtes là dans la logique Deuxième chose, puisqu'on tire au hasard, puisqu'on fait un jeu de tickets, on n'a certainement pas, ou je veux dire dans cette logique, on n'a pas forcément le profil d'homme d'affaires. Je veux dire, monsieur tout le monde peut se lever un matin, aller tirer son cachet, son ticket, il gagne 100 millions de francs, il devient chef d'entreprise, même sans avoir forcément l'expérience en la matière. Si je m'en tiens un peu à votre planning de création d'homme d'affaires. Vous ne vous en tenez pas à mon planning, vous êtes ici dans... vous êtes ici dans une approche stéréotypée. OK? Souffrez de ne pas avoir de préjugés, d'écouter. C'est parce que écoutez-moi et comprenez-moi. Je n'avais pas entendu ça avant. Donc écoutez et comprenez. Pendant que j'essaie de digérer tout cela. D'accord, c'est nouveau. Alors, je disais donc, vous avez... Parce qu'il faut sortir du favoritisme. Il faut sortir de cette gouvernance fondée sur l'élitisme. À tête chercheuse. À tête chercheuse. Il faut créer l'équité. La seule alternative pour créer l'équité, c'est de mettre en place un système égalitaire qui permette à chacun de pouvoir partir sur la même ligne de départ. Alors, ma question je viens. Système permettez-moi. À partir de ce moment, vous avez un numéro de matricule, je l'ai dit. Quand on vous a tiré au sort, je l'ai bien dit, monsieur Dipita Tongo, souvenez-vous, vous vous rapprochez de la Commission nationale d'investissement, qui vous dit que vous avez gagné 5 milliards. Permettez-moi d'argumenter. Avant d'avancer. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre très aisément. Allez-y. La Commission nationale d'investissement vous accompagne. Elle ne vous dit pas, voilà l'argent, allez-y. Elle joue à vos côtés un rôle de superviseur, de conseiller, de contrôleur. Elle vous forme au management, même si vous n'y connaissez que dalle. Puisque vous avez 2 années d'exonération fiscale. Elle fait de vous un homme d'affaires, même contre votre gré. Et ces 2 années d'exonération fiscale passées, vous contribuez à l'amélioration de votre assiette fiscale. Vous devez donc, en retour, employer 95% de main-d'œuvre camerounaise, parmi lesquels 70% de jeunes, et 5% de main-d'œuvre étrangère. Ça permet de faciliter le transfert de technologie. Maintenant, M. Dipita Tongo, quand j'entre dans l'aspect chiffré, dans l'aspect quantitatif, je vais vous expliquer que si nous prenons le ratio... au quantitatif. Non, là vous allez comprendre. D'accord. Vous savez, je dis, si on prend le ratio de 15 000 francs, pour 20 millions de numéros de matricule, parce que justement, si vous avez 1,5 million, vous pouvez avoir des numéros de matricule pour 1,5 million, question de multiplier vos chances. Alors si on prend donc le ratio de 15 000 francs par numéro de matricule, ça nous fait 300 milliards de masse monétaire. D'accord. 300 milliards, quand on a partagé 5 milliards par personne, ça nous fait 60 bénéficiaires. Mais notre objectif, c'est de créer 100 hommes d'affaires annuellement. Il faut donc trouver les fonds pour créer 100 hommes d'affaires, sans que ça n'impacte sur le trésor public, sans que nous allions nous endetter. À ce moment-là, on rentre dans le budget d'investissement de l'État. Pour l'exercice budgétaire passé, nous étions à 1293 milliards. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, l'investissement ne se résume pas à acheter des tables bancs, à revenir au parc automobile de l'État, à, je ne sais pas moi, à construire des pseudo-écoles, à faire les marchés publics. Ce n'est pas à ça que ça doit servir. Ça doit servir à la création de richesses. Parce qu'une économie forte passe par un secteur privé fort. Un secteur privé fort passe par des PME fortes. À partir de ce moment, M. Dipita Tongo, quand on a 300 milliards qu'on a partagé à 60 personnes, nous avons donc maintenant la latitude de nous retourner
vers le budget prévu pour l'investissement. Si on va sur la base de l'exercice passé, on a 1293 milliards posés. Dans ces 1293 milliards, nous prélevons 200 milliards. Qu'on distribue 5 milliards par personne, on a 40 bénéficiaires. Ça fait 100 hommes d'affaires déjà créés. 93 milliards, on finance les projets de 50 millions à 100 millions de francs CFA pour booster les PME, les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles soutiennent si vous voulez, la macroéconomie, qu'elles soutiennent les grandes industries mises en place par la CONI. Et là, M. Djipita Tongo, on a déjà une plus-value de 1000 milliards. Vous comprenez? Donc chaque année, le projet de la CONI, avant même que les hommes d'affaires n'entrent en action, rapporte à l'État 1000 milliards de francs CFA. Bon. Et là, vous voyez donc que la loterie n'a pas sa place ici. Ici, rien n'est aléatoire. Tout est pensé, M. Djipita Tongo. Je vous le concède, mais non, vous ne pouvez pas me le concéder. Vous savez... Permettez que je pose une question, finalement. Je vais vous essayer 5 minutes. Non, je vais juste vous dire de ne rien me concéder parce que... Jean-Marc. Oui, M. Djipita Tongo. Permettez-moi une question. Souffrez-moi. Je vous permets. Je vous permets. C'est pas à vous de me permettre. Je la reprends la parole. M. Djipita Tongo, Victor Hugo disait, la vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Jean Mangos. Président Jean Mangos. Jean-Marc. Oui. C'est certainement bien pour vous, oui. Mais laissez-moi m'interroger. Allez-y, interrogez-vous. Et j'y vois une faiblesse. Vous avez d'ailleurs répondu à ma question. C'est quoi la faiblesse? L'observation du départ était de faire remarquer que le choix de la nouvelle classe d'hommes d'affaires que vous allez créer se fait sur la base du hasard. Alors, pour matérialiser ce que j'y vois, des jeunes iront faire des études au CUS pour être médecins, d'autres seraient à l'ENAM administrateurs ou aux impôts, d'autres iraient dans les autres écoles EMIA pour être soldats et défendre notre territoire. Alors, tous ces messieurs-là qui ont d'autres vocations, qui ont d'autres métiers, pourraient un matin prendre leur ticket, être tirés à la loterie et puis devenir hommes d'affaires sur la base d'une expérience qui n'est pas acquise dès le départ. Voilà un peu ce que vous proposez aux Camerounais. Je peux enchérir. Oui, allez-y. Monsieur Djipita Tongo, je comprends parfaitement votre démarche et votre réticence. Vous n'êtes pas carantiste. Vous aurez été carantiste, vous aurez tout de suite assimilé. Mais soit, je vous le concède. Je voulais juste te dire, la vérité comme le soleil fait tout voir, ne se laisse pas regarder. Déjà, quand je pars du principe du tirage au sort, parce que je ne veux pas être demain taxé de favoritisme. Ah oui, ça veut dire que pour vous, la seule façon de rétablir l'équité, l'égalité et tout ce qui va avec, c'est le tirage au sort? C'est de mettre, oui, bien entendu, c'est l'une des, si vous voulez, l'une des raisons. Parce que justement, il faut mettre tous les Camerounais sur le même piédestal. Il ne faut pas qu'il y ait des Camerounais de première zone ou de seconde zone. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, c'est les Bassas qui sont favorisés parce que le président Jean-Marc Gros est Bassa. Il ne faut pas qu'on dise, M. Djipita Tongo est devenu homme d'affaires parce qu'il était mon ami. Il y a bien d'autres moyens de réparer tout cela. Djipita Tongo, je ne vous permettrai pas d'insulter le potentiel des Camerounais. Pourquoi? Parce qu'en 1963, quand on sort fraîchement des indépendances, M. Augustin Frédéric Kodok suggère au chef de l'État de l'époque de créer une nouvelle génération, donc une génération d'hommes d'affaires pour faire le contrepoids aux Grecs qui tenaient notre économie. C'était monsieur personne. Certains n'avaient aucune base même instructionnelle. Ils n'avaient jamais été sur un banc de classe. Aujourd'hui, on les connaît avec des grands parcs hôteliers et tout le reste, des grandes industries. Et on peut aussi observer que la politique de 63 aujourd'hui s'est essoufflée. C'est le même régime. Permettez-moi, monsieur Djipita Si nous sommes en crise, si nous sommes retournés au FMI, ça veut dire que cette politique a fait ses preuves. Ils n'étaient pas aux affaires. Ils ont évolué dans le domaine du business. Ils n'étaient pas des décideurs politiques. Toutefois, même sans accompagnement, parce qu'on leur donnait des fonds, ils allaient en faire ce qu'ils voulaient. Certains pouvaient s'acheter des costumes, d'autres pouvaient s'acheter des chaussures. Mais je vous dis bien ici, nous avons des hommes d'affaires créés, mis en place par l'État pour booster notre économie, faire reculer le chômage, promouvoir le plein emploi. Et ils sont accompagnés par la CONI. Maintenant, vous parlez des jeunes. Vous avez cité tout à l'heure les écoles élitistes, les NAM, le CUS et tout. Demain, dans mon projet de société, il n'y a plus d'école élitiste. Justement, parce que j'entre dans la professionnalisation de l'éducation. L'école va être professionnalisée, elle va être obligatoire, elle va être gratuite. Il n'y a plus lieu d'aller payer 1 million parce qu'on va à l'ENAM, sous le prétexte qu'on va être intégré, et puis il y aura des niches de corruption, on va se faire les poches. Ça n'existe plus demain. Parce que le système ne vous le permettra pas. Je mettrai en place la PAC, la police anticorruption, qui va veiller.
Et quand vous serez témoin d'un acte de corruption, vous le dénoncez, vous avez 50 fois le montant de l'acte commis. Ça veut dire que vous avez le moyen qui est de 1000 francs, on vous remet 50 000 francs. Chacun sera, si vous voulez, le gardien de tout le monde. Et on entend mettre en place une gestion de la cité numérisée. Avec ça, tout acte que vous pouvez poser sur la voie publique, ça remonte. Parce que éradiquer la corruption commence par le bas, si vous voulez, par la base. Quand vous êtes dans un taxi, monsieur Dipita Tongo, et qu'un chauffeur descend donner 1000 francs à un homme en tenue qui est là en faction, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre smartphone, acte de corruption, Carrefour, rond-point, j'attends renfort. En 5 minutes, vous avez une pick-up de la PAC qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a là? Il a donné 1000 francs à l'homme en tenue qui est là. On fouille l'homme en tenue, on retire 1000 francs, c'est le scellé. On le déshabille, la séance tenante. C'est filmé. On retire le permis du chauffeur qui a donné 1000 francs. Pourquoi il a donné 1000 francs, on retire son permis? Il a 10 ans d'interdiction d'exercer. Le lendemain, les deux sont placés sous mandat de dépôt. Placés en détention, ils sont déférés. Et toutes les prisons seront construites au sous-sol. Les tenues des prisonniers seront de couleur et par région. Ça veut donc dire que quand vous êtes placé sous mandat de dépôt, vous devez payer une taxe de 20 000 francs. Dans les 20 000 francs, il y a 12 000 francs qui sont reversés à la SICAM pour les 3 uniformes de couleur qu'on va vous octroyer. Vous n'avez plus à aller au parquet en costard, cravate, parce que vous êtes un leader à col blanc. J'ai envie de vous dire, bonjour la dictature, hein, parce qu'au moins sur ce régime, quand on prend quelqu'un, même en flagrant délit, avec toutes les images que ça peut avoir, on l'amène devant un juge, devant un tribunal qui exerce son droit, et puis les juges décident ce qu'on fait de lui. Et après, le pays en est où? Dans tous les cas, tout au moins, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il y a cette possibilité de traduire les gens devant les tribunaux, quelles que soient les preuves qu'on a contre eux. Je n'ai pas dit qu'ils ne seront pas traduits, attention. J'ai dit qu'ils seront placés sous mandat de dépôt. Vous avez dit qu'ils seront pris, placés sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt. Mais le mandat de dépôt, ça implique bien les juridictions. Prison, on n'entend pas mettre en place une république bananière. Vous avez parlé tout à l'heure de dictature. Ouais. Vous êtes certainement de l'Ouest, vous êtes côtier du littoral. Monsieur Dipita Tongo, dites-moi dictateur en votre langue, je vous prie. Je suis bantou. Dites-moi dictateur en votre langue. C'est moi qui pose des questions, j'attends que vous répondiez. C'est vous qui posez des questions, mais pour une fois, édifions nos compatriotes. Non, je ne vais pas faire ce jeu-là. Bon, de toute façon, dans ma langue, Bassa, dans ma langue, on ne dit pas dictateur. On ne va pas faire ce jeu. Je pense aussi que l'autorité doit s'affirmer. Le peuple vous confère un mandat, vous devez l'assumer. Parce qu'après, vous vous rendez compte. Donc, vous me rejoignez dans mon observation de bonjour la dictature. Je dis, l'autorité doit s'assumer. On vous a porté à la tête de l'État, vous avez des comptes à rendre au peuple. Parce que quels qu'en soient les moyens, quel qu'en soit, en fait, ce sera la force de l'État. Non, monsieur Dipita Tongo, ce sera l'humanisme, ce sera l'éthique, ce sera le bien-être de l'humain. Ce ne sera pas, si vous voulez, le nombre. Ça passe par la force. Ça passe par où vous marchez, où vous allez en prison. Ce n'est pas où vous marchez, vous allez en prison. On est dans une république demain qui a des lois et des lois qui sont appliquées. Alors, il y a tout simplement à appliquer les lois. Il n'y a pas de magie là-dedans. Tout récemment, vous avez annoncé le retrait de votre candidature de la présidentielle de 2018. Et pourtant, vous dites que vous êtes le troisième président le troisième président de la République. Comment ça va se faire? Monsieur Dipita Tongo, tout à l'heure, je viens de dérouler comment on relance l'économie. Si vous ne m'avez pas permis d'aller jusqu'au bout, j'y reviens. J'ai dit avec, oui, tout est lié, hein, vous savez, en macroéconomie, tout est lié, dans un projet de société bien pensé, tout est lié, rien n'est comme ça revu au détail. J'ai dit, quand on lance l'économie, avec 15 000 francs, je vous ai dit tout à l'heure, on mobilise 300 millions, on a 1200 milliards, 93 milliards, 293 milliards qui viennent rejoindre ces 300 milliards-là, on a une plus-value de 1000 milliards. Et ces 1000 milliards sont gérés par le PSU, le programme social et spécial d'urgence. Le programme social et spécial d'urgence prélèvera 5% des recettes fiscales, 5% des recettes douanières, 5% des recettes téléphoniques, 5% des recettes Internet, 100% des recettes du péage routier. Parce qu'on entend demain construire des routes praticables en toute saison. On aura des points de péage à tous les 200 km le péage sera à 2000 francs CFA et électronique. Ce ne sera plus manuel avec les copains, les cousins qu'on met là. On passe de 500 à 2000. 500 francs à 2000 francs parce que l'économie sera en plein essor. On aura des routes praticables en toute saison. Je vous ai parlé tout à l'heure des niches financières. On a eu une plus-value de 154 milliards d'entrée de jeu avec le projet Amour. Avec la relance de l'économie, on a eu une poche financière de 1000 milliards. Maintenant, je vous ai parlé du PSU qui va prélever des fonds.
c'est des niches financières. Avec le péage routier, si on arrive à vendre 1 milliard de tickets de péage par an, à 2000 francs, on a 2000 milliards. C'est des niches financières. Maintenant, à côté de ça, nous voulons créer demain ce que j'appelle le projet VTR. VTR, c'est la vignette tout risque. Vignette tout risque, on se rend compte que selon les statistiques de l'INS, le Cameroun, en moyenne, perd par an 1000 à 1200 personnes dues aux accidents de la route. 80% de ces accidentés sont dus du fait des gros porteurs. Et à peine 5% sont pris en charge par les assurances. Ils sont donc inhumés dans la plus grande injustice. Quand un camion vous écrase au carrefour de Koti, qu'on vous enterre comme ça, vous n'avez rien eu, votre veuve reste là. Demain, nous estimons qu'il faut penser au peuple camerounais, défendre les intérêts du peuple. Et pour ça, tous les gros porteurs demain, à partir de, j'ai envie de dire, du permis de la classe C, ok, vous avez une vignette d'1 million de francs CFA qui tient lieu ici d'assurance. C'est géré par le projet VTR. Alors, à partir de ce moment-là, tout ce qui est série C en montant, c'est-à-dire les gros porteurs et papiers patata, vous payez la vignette tout risque d'1 million de francs CFA annuel. Alors, quand vous avez donc écrasé quelqu'un sur la voie publique, s'il était marié, son conjoint ou alors son ayant droit bénéficie d'un dédommagement de 15 millions de francs CFA et ces obsèques sont organisées par le projet VTR. On le dédommage à hauteur de 15 millions. S'il était célibataire mais adulte, il a 10 millions. Si c'est un jeune au-dessus de 10 ans, de 25 à 10 ans, il a 8 millions. S'il a de 0 à 5 ans, à 10 ans, il a 5 millions de francs CFA. Ce sera homologué et arrêté comme ça. Alors maintenant, M. Dipita Tongo, si on va prendre le ratio de 1000 gros porteurs au Cameroun, d'1 million de gros porteurs qui payent la vignette touriste, la VTR à 1 million de francs CFA, ça nous fait 1000 milliards. C'est notre poche financière. L'argent, nous allons le chercher. Et on va le chercher sans que ceci n'influe sur la fiscalité, sans que ceci n'influe sur le pouvoir d'achat de la ménagère, sans que ceci n'influe sur le quotidien des Camerounais. Maintenant, l'offre énergétique, nous instaurons demain les compteurs rechargeables. Vous consommez l'énergie par rapport à ce que vous avez dans votre poche. Vous avez 1000 francs, vous achetez les unités de 1000 francs, vous chargez votre compteur. Et si on vous coupe le courant, l'énergie, alors que votre compteur est chargé, vous portez plainte à la société adjudicatrice. Parce que demain, M. Dipita Tongo, je le ferai par langue de bois. Avant de poursuivre, oui, allez-y. Sur ces deux éléments. D'abord sur la vignette. Vous dites que vous augmentez la vignette pour les gros porteurs. On n'augmente pas, on instaure la vignette d'1 million de langues. Je veux dire... Bon, et maintenant, ce que je veux relever, oui, c'est qu'en ce moment, il ne coûte pas 1 million de francs. Alors comment vous compensez pour ces hommes d'affaires, pour qu'en même temps ils vont pas tourner à perte? Je veux dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de payer 1 million de francs de vignette annuelle, la mettre à 1 million de francs, ça a certainement des conséquences. Comment vous compensez chez les hommes d'affaires? Vous faites un jeu d'impôt, il y a des taxes qui vont être réduites. Comment ça se compense? Monsieur Dipita Tongo, quand vous regardez aujourd'hui les assurances annuelles de ces gros porteurs, elles tournent aux alentours de 700 à 800 000 francs. Donc quand on leur demande de payer une VTR, une vignette d'1 million de francs là, qui les, si vous voulez, qui les préserve du paiement d'une autre police d'assurance, autre que celle-là, je crois que c'est à peine, si vous allez rentrer dans les chiffres, c'est à peine un rajout de 200 000 francs. Pour quelqu'un payer une assurance de 800 000 francs. Ce qui n'est pas rien. Donc vous voyez donc maintenant, quand eux ils ont écrasé les gens sur la chaussée, quand ils ont créé des accidents... Non, j'ai compris l'avantage pour les victimes. Et ces victimes, je veux dire que pour les bourreaux... Maintenant, je dis, le climat des affaires sera ambiant, il sera serein, il sera sécurisé. Parce que demain, une économie forte passe aussi par un environnement sécurisé. D'où demain nous entendons créer l'OCRB. La gendarmerie sera transformée en OCRB, l'Office central de la répression du banditisme. Parce que la gendarmerie à la base, c'est les OPJ. Donc ils maîtrisent le droit. Ils maîtrisent le droit. On sera au moins rassuré qu'on n'aura pas de violation des droits de l'homme. Mais l'OCRB aura pour mission première de traquer le crime, d'éradiquer, si vous voulez, l'insécurité dans nos cités. À côté de l'OCRB, vous avez la PAC, la police anticorruption. Vous aurez la POM, la police des mœurs, pour veiller à la préservation de l'éthique, pour veiller à la préservation de la morale. C'est ça le rôle de la POM. Nous entendons créer demain le CEDOR, la centrale de la documentation de la recherche et du renseignement. Le CEDOR aura comme sous-direction la DGRE,
la PAF, la police de l'air des frontières, la direction de la surveillance du territoire, la DGSN et le CEDOR gère les fonds des cartes de séjour. Parce que la carte de séjour camerounaise demain, elle sera 1 million de francs CFA. 500 000 pour les Africains arabes, non subsahariens, et on verra pour les subsahariens, ça doit être à 50 000 francs symboliquement. Ou alors on va aller vers l'Alias, la Ligue des Amis d'Afrique subsaharienne qu'on entend mettre sur pied et qui va promouvoir la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, M. Dipita Tongo, quand j'ai présenté tout ceci à mes compatriotes, je rentre donc dans ce que Oumiobe disait, il faudra présenter au peuple camerounais, il faudra redonner au peuple camerounais les moyens d'espérer, mais tout en lui présentant des options claires pour l'avenir. Parce que l'offre politique... Avant les options, encore une question sur l'économie. C'est bien beau de développer. Je suis en train de vous répondre pourquoi je suis le prochain chef de l'État. Oui, avant d'y arriver. Oui, allez-y. Avant d'y arriver. Allez-y. Puisqu'on a ouvert un gros pan sur l'économie. Oui, allez-y. C'est bien de développer, de refaire les routes, de soigner tout le monde, de payer des assurances aux victimes. Mais à la fin de la journée, le citoyen se demande que devient le pouvoir d'achat, comment on fait avec le SMIC. 37 000 francs aujourd'hui, impossible de vivre dans une cité, dans une ville du Cameroun. Sur ces deux éléments-là, SMIC et pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous entrevoyez? Monsieur Dipita Tongo, je vous prie de ne pas rester sur des stéréotypes. Ouvrez votre esprit. Permettez que je reste sur les stéréotypes. Je vous permets parce qu'on ne peut pas empêcher la pensée de se balader. Parce que certainement parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui restent sur les stéréotypes. Oui, ben justement, je vais vous dire... Ça suscite donc que je puisse avoir une réponse à ma question. Oui, vous aurez votre réponse. Je veux simplement dire que c'est votre droit, je vous le concède. Parce qu'on n'empêche pas la pensée de se balader. Même Dieu a créé l'humanité, n'a jamais fait l'unanimité. Mais je l'ai dit tantôt, c'est pour ça que j'ai dit ne restez pas sur des stéréotypes. Parce que dans un schéma scientifique cohérent, je crois que vos téléspectateurs m'écoutent, j'ai dit, voilà comment je relance l'économie, je promets le plein emploi. Donc, de facto, le pouvoir d'achat, il est là. Parce que ce que je n'ai pas dit, pour les jeunes, nos compatriotes qui ne se sont jamais assis sur un banc de classe, qui ne savent ni lire ni écrire, j'entends mettre demain sur pied le projet Un jeune pour un métier. Chaque jeune qui a certainement une vocation dans un métier spécifique, vous avez des jeunes dans les quartiers qui aiment la menuiserie, ils n'ont jamais eu les moyens d'aller faire une formation en menuiserie. Nous leur donnerons donc demain la possibilité de suivre une formation accélérée sur 3 mois. Et chaque fin du mois, le PSU, le programme social, comme son nom l'indique, et spécial d'urgence, veillera à leur apporter une petite allocation de 50 000 francs, 100 000 francs pour leur taxi. Passé ces 3 mois, ils reçoivent un parchemin de fin de formation. Et maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de la CONI, qui crée des hommes d'affaires de 50 000, qui financent des petits projets de 50 à 100 millions de francs CFA. Ces jeunes qui sortent donc de cette formation-là, la CONI peut les accompagner pour qu'ils s'installent soit à leur compte ou qu'on les intègre dans les structures déjà existantes. Parce que demain, je vous ai parlé de la professionnalisation de l'éducation. Il y aura des contrats tripartites entre ces sociétés privées qu'on entend créer et l'État, d'une part, et d'autre part, les établissements supérieurs. Ça fait donc que l'élève qui est en train d'apprendre, la professionnalisation se résume à quoi? Vous aimez la médecine. Vous commencez à apprendre les stratégies de médecine depuis la maternelle jusqu'au supérieur. La seule chose qu'on vous apporte en plus, c'est l'instruction civique, la morale et la culture générale. Maintenant, quand vous avez commencé à apprendre la médecine depuis la maternelle, M. Dipita Tongo... Quels sont les modules qu'on pourrait faire à la maternelle en médecine? Ben, on va bien commencer à initier l'enfant. Il peut commencer à jouer avec les bistouris, il peut commencer à jouer avec des objets et tout. Il se familiarise. Donc, en tout cas, les conseils d'orientation feront bien leur boulot. À partir de ce moment-là, quand il a terminé au supérieur, c'est un professionnel dans son domaine. Seulement, au moment où il termine ses études, il y a un contrat tripartite qui lie... Il peut aussi aller jouer à la loterie et puis il devient homme d'affaires. C'est son droit, ce sera dans l'ordre du possible. Ce sera dans l'ordre du possible. Mais je dis seulement, au moment où il termine ses études, les établissements supérieurs deviennent des viviers d'emploi parce qu'il y a une forte demande qui est là. Les structures existantes attendent tout ce personnel formé et qualifié là. Et l'État veille à ce que les contrats, pour un premier temps, ils sont sous contrat à durée déterminée, ils sont sous CDD. Quand leur expérience est concluante, ils sont recrutés sous CDI. Et à partir de ce moment, ils sont intégrés. Ils signent dans leur contrat, ils sont recrutés. Donc vous voyez donc que le plein emploi, quand vous avez terminé vos études, ce n'est plus pour retomber dans le chômage. Parce que justement, le main skin aujourd'hui, on a longtemps ben le sikin. Monsieur Dipita Tongo,
le moment est arrivé de Wekloskin que les Camerounais se relèvent. C'est pour ça que demain, j'entends arrêter les mototaxis. Mais je ne vais pas les arrêter en troublant l'ordre social. Le directeur de douane aura simplement les instructions de ne laisser rentrer au Cameroun aucune pièce détachée de moto. Donc, à partir de ce moment, les motos existantes ont maximum 3 ans. On sait qu'elles vont disparaître. On va recycler cette ferraille pour faire autre chose. Maintenant, M. Djipita Tongo, je vous ai parlé tout à l'heure du fonds de 5 milliards qu'on apporte aux opérateurs économiques. On a, et cet exemple, j'adore le prendre, il revient toujours. Nous avons le cobalt comme produit à l'est du Cameroun. Le cobalt intervient aisément dans la fabrication des batteries automobiles. Alors, nous décidons donc demain de créer un homme d'affaires qui va nous ouvrir une société, une industrie de fabrication de batteries automobiles made in Cameroun. Il ne s'y connaît pas, on va promouvoir le transfert de technologie. Alors, maintenant, seulement son capital à l'investissement est de 10 milliards, 12 milliards, prenons comme ça. L'État lui a octroyé, la CONI lui a apporté 5 milliards. Il lui faut encore trouver 7 milliards. La CONI, à partir de ce moment, c'est là où je parlais du rôle des valistes. La CONI, à partir de ce moment, peut décider soit de l'avaliser auprès d'une banque commerciale, ou alors, et déjà, je précise que je vais créer la BCD, la Banque camerounaise de la diaspora, je vous expliquerai tout à l'heure, qui travaillera en partenariat avec la CONI, parce qu'au sein de la CONI, nous entendons demain créer la CEPID, la cellule de protection des importations de la diaspora et des investissements directs étrangers. Donc, quand vous avez importé vos biens au Cameroun venant de la diaspora, vous allez à la CEPID, ils vous accompagnent dans les démarches et tout ce que vous voulez. S'il y a des frais à payer, vous les payez. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas de tracasseries douanières et tout ce que notre diaspora vit aujourd'hui. Et avec la protection des investissements directs étrangers, dès que vous avez porté des capitaux pour investir, la CEPID veille à vous encadrer. Ça veut dire qu'elle cherche votre local dans un quartier sécurisé, dans un environnement serein. S'il le faut, même, elle va même vous trouver une épouse, si vous décidez de prendre pour épouse une Camerounaise. La CEPID pourrait aller jusque-là. Parce que vous apportez des capitaux pour investir dans notre économie, il faut bien qu'on vous encadre, vous êtes un neuf. Donc maintenant, à côté de ça, donc, la CONI peut jouer ce rôle d'avaliste auprès d'une banque pour vous trouver les 7 milliards qu'il vous faut pour avoir votre capital de 12 milliards et lancer votre industrie de production de batteries automobiles. Moyennant un taux d'intérêt abordable et préférentiel, devrais-je préciser. À partir de ce moment, M. Djipita Tongo, vous avez 2 ans d'exonération fiscale, vous avez des entrepôts fictifs, parce que 2 ans commencé à contribuer à l'amélioration de l'assiette fiscale. Et voilà comment on aura créé des hommes d'affaires. Et la CONI jouera donc un rôle de certificateur. C'est important, la certification. Parce que justement, les produits qui sortent des usines, si on les veut compétitifs à l'international, ils doivent bien être certifiés. Parce que s'ils ne le sont pas, écoutez, on n'engrange pas de devises. Mais dès lors où ils sont donc certifiés, compétitifs à l'international, ils nous permettront aisément d'engranger les devises. Ces devises qu'on engrange, M. Djipita Tongo, ajoutées à notre réserve financière constituée de lingots d'or, parce qu'on a de l'or à Bétare, on a de l'or à Ezeka, cette réserve d'or-là, cet or sera exploité par des nationaux et non plus des multinationaux, et l'État stocke cet or en lingots à la Banque centrale. Quand on ajoute à ça les recettes issues de l'exportation, ça crée un socle économique puissant qui nous permet donc aisément de battre la monnaie que nous allons demain appeler le Rwand, en hommage à Ernest Ouandier, et nous allons sortir donc du franc CFA. Nous n'allons pas sortir du franc CFA par populisme, nous n'allons pas y sortir par envie d'y sortir, nous mettrons le socle économique puissant pour se débarrasser de cette monnaie dès l'entame de notre magistère. 6 mois, 1 an maximum ne seront pas passés qu'on sera en train de battre le Rwanda. Voilà la vision politique, économique, cohérente que nous portons pour ce pays. Voilà l'avenir que nous entendons dessiner. De manière à ce que chaque Camerounais assis dans son salon à m'écouter voit l'avenir en rose, voit l'avenir avec sérénité. Pour nos compatriotes de la diaspora, M. Djipita Tongo, nous reconnaissons demain la double nationalité. Vous avez une double nationalité, vous êtes habilité à venir au Cameroun. Vous avez une taxe quand même à la porte de 30 000 francs à payer pour contribuer à l'effort de construction nationale. Vous êtes donc exempté des alignements dans nos missions diplomatiques à l'étranger. Maintenant, seulement avec cette double nationalité, si vous devez assumer des responsabilités tant politiques que publiques, vous nous signez donc une sorte d'engagement préventif. Cet engagement préventif est amplié à l'ambassade de votre deuxième nationalité. Alors, dans cet engagement, vous nous dites: je suis M. Djipita Tongo, Camerounais d'origine, naturalisé français, je suis
candidat à la mairie, ou alors j'ai été élu maire, ou alors je suis candidat à la mairie, je prends l'engagement, si je suis élu, ou alors si je suis nommé ministre, de répondre en tant que Camerounais devant les juridictions camerounaises si j'en viens à commettre un délit quelconque. Cet engagement préventif, c'est comme ça s'appelle en droit. Parce que pour le juriste que je suis, il faut bien faire les choses. Cet engagement préventif est donc amplié à l'ambassade de votre deuxième nationalité. Vous êtes donc libre d'exercer. Parce que je dis aujourd'hui, on ne doit pas stigmatiser ceux de nos frères qui sont allés prendre une deuxième nationalité. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'aimaient pas le Cameroun. Je vous ai dit tantôt, ils sont poussés par l'instinct de conservation. Est-ce que quand vous prenez une deuxième épouse, pas une deuxième, quand vous prenez une épouse, ça vous exempte d'aimer votre mère? La mère, patrie, vous continuez à l'aimer parce qu'elle est vos entrailles, elle est au fond de vous. Elle vous a donné vie, il y a une sorte de lien fusionnel qui vous lie. Donc l'épouse que vous allez prendre, c'est cette deuxième nationalité-là. Et nos compatriotes seront toujours trouver le juste milieu entre la mère nourricière et l'épouse. Voilà la vision que je porte pour Venons-en donc à cette autre question, sur le retrait annoncé de votre candidature et le troisième président de la République. C'est au fort de tout ceci, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé répondre à cette question aisément. J'ai dit c'est fort de tout ça, tous ces projets que je porte, faisant confiance à la capacité de discernement du peuple camerounais, que je peux aisément affirmer que je suis le prochain chef de l'État. Je ne viendrai pas ici mettre en avant l'aspect métaphysique, même si je dois préciser que le pouvoir est mystique. Parce que justement, vous n'accomplissez pas une grande destinée si vous ne le savez pas. Celui qui est là, c'est le roi Saül. Mais écoutez, David attend patiemment son heure. Mitterrand disait, quand on bouscule le temps se venge. Il faut savoir laisser le prédateur fondre sur sa proie. Parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure, mais l'heure, c'est l'heure. Il y a un chef qui est là. La loi naturelle l'a rattrapé, il a aujourd'hui 85 ans. C'est une grâce. Parce que naître est un droit, vieillir est une chance, c'est une grâce. Mais je dis, je ne mettrai pas en péril ou en danger la vie de nos compatriotes âgés d'à peine la trentaine. Pourquoi un jeune de 25 ans, 22 ans, 23 ans, 30, 28 ans, 30 ans va mettre sa vie en danger pour aller affronter, par exemple, les forces de l'ordre les mains nues pour chasser quelqu'un qui a 85 ans? C'est fort de toutes ces analyses. Parce que pour moi, quand un Camerounais tombe, c'est un drame. Quand plusieurs tombent, c'est une catastrophe. Combien sommes-nous pour que sur la base des intérêts politiciens, on dise, bon, on va aller aux élections. Dans un environnement, le code électoral est biaisé, le jeu électoral est faussé. Aujourd'hui, j'apprends qu'une requête a été introduite auprès du Parlement au fin de renvoyer les législatives. Mais tous ces candidats qui se sont levés, n'ayant pas d'élus, escomptant que voilà, les municipales législatives passeront avant, ils auront un élu pour être éligible à la présidentielle. Ils vont devenir quoi? Vous savez, gérer c'est prévoir c'est anticiper. Le bon leader doit avoir l'œil de l'aigle. J'ai vu tout ça venir. Nous avons donc dit nous ne serons pas candidats sous ce régime parce que M. Djipita Tongo, à la veille de chaque élection, ce régime qui est là a pris la mauvaise manie d'instrumentaliser la misère des Camerounais en leur faisant des dons. En 2013, on a vu nos étudiants recevoir le prix d'excellence académique. Après, on a eu les moustiquaires imprégnés. Après, on nous offre récemment les notebooks qu'on appelle ordinateurs. Ben écoutez, M. Djipita, on nous a dit que ça coûtait 150 000 à 300 000 francs CFA. Moi, je suis inventeur. J'ai des Sosta Shenzhen, j'ai apporté ici, si vous le permettez bien. Le contrat, vous pouvez zoomer, hein. Le contrat passé avec mes partenaires, je peux vous le donner, vous pouvez le regarder. Avec mes partenaires chinois. Vous pouvez vérifier, faire des photocopies et vérifier. Il est signé depuis le 15 avril. Avril 2015. Ce contrat stipule qu'un paiement de 4 milliards 150 millions a été effectué auprès d'une banque chinoise pour permettre qu'effectivement les produits Enalit 9, Ngos Online Technologies que je dirige, puissent sortir des usines. C'est ça qui nous a permis, en 2016 par exemple, de gagner le marché au Gabon pour faire les smartphones, par exemple, dans la campagne du président Ali Bongo Ndimba. Vous pouvez voir, pour ceux qui voient là, la marque Enalit 9. Donc, aujourd'hui, je dis, étant dans le domaine, M. Djipita Tongo, ici on a payé auprès de Shenzhen World Technology Co. a payé
41 500 000 renminbi, soit 4 milliards 150 millions. En dollars, c'est 6 769 983,69 dollars. Payés par Enalite 9. Vous voyez, le contrat est là. Il est clair. Et là, on a des empreintes digitales qui permettent de ne pas trafiquer le contrat. Vous voyez la signature là? Donc, quand ces pages ne se rejoignent pas, on peut savoir que le contrat a été touché, il a été modifié. À partir de ce moment, M. Djipita Tongo, je peux aisément vous dire ici que ces fameux notebooks-là, moi, dans mes entreprises Enalite 9 en Chine, vous me donnez 13 000 francs CFA par pièce, je vous les livre. 13 000 francs. Ça peine 26 dollars. Ça veut dire que dans les 13 000 francs, j'ai 3 000 francs qui me reviennent. Et 10 000 francs, c'est pour le matériel et tout que je reverse à mes partenaires du fait de cette caution qui est là. Mais ce n'est pas le plus important. Ça a été fait. Le système en place leur permet de le faire. Mais je le dis demain, M. Djipita Tongo, tous ces prévaricateurs de la République qui sont aux arrêts, nous entendons demain réouvrir les enquêtes. Ceux qui sont innocents, on ne viendra pas faire le favoritisme ou dire tel est innocent, on va le libérer. Mais quand il va être libéré, il faudrait qu'il... Ça vous parlez de ceux qui sont déjà incarcérés. Ceux qui sont incarcérés. Et même condamnés. Les gens disent, et même condamnés. J'entends des politiciens en mal de positionnement, en quête de financement, qui disent tel et tel, dès que je prends le pouvoir, il va être relaxé. Mais s'il est innocent, pourquoi vous dites qu'il va être relaxé, il doit ramener les fonds qu'il a détournés? Si vous dites, dès que vous êtes élu, vous allez le libérer, où est la séparation des pouvoirs ici? On parle de l'exécutif. Le judiciaire, le législatif, la séparation des pouvoirs, où vous dites dès que je suis élu, tel et tel vont sortir de prison, ils sont innocents. Sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'ils font de votre argument? Je ne veux pas citer les contemporains. Maurice Kamto, qui a dit qu'il libérait éventuellement. Ben, c'est vous qui le dites. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Je l'ai entendu. Ah d'accord. Sauf si vous parlez de quelqu'un d'autre. Nos compatriotes nous écoutent, ils savent qui sont les contemporains. Je ne leur ferai pas l'honneur de les citer. Chacun se reconnaîtra. Je dis simplement qu'on doit respecter les Camerounais. Quand vous dites que quelqu'un est innocent, et il a une chaîne immobilière de 2000 immeubles, là les immeubles à tel endroit, à son nom, il a un parc automobile ronflant, il touchait combien le mois? L'article 66 n'a pas été appliqué. Vous venez nous dire qu'ils sont innocents. Non, c'est trop facile de le déclarer comme ça de manière péremptoire. Demain, dans une république normale, nous entendons donc réouvrir les enquêtes. Mais je vous précise toutefois que l'administration est continue. Parce qu'une nation se compose des morts qui la fondent et des vivants qui la continuent. Mais comme on a des suspicions de règlement de compte de tout ce que les uns et les autres peuvent voir là-dedans, nous réouvrons les enquêtes, M. Djipita. Même celles qui sont déjà arrivées à la Cour suprême. Oui, nous allons réouvrir. Donc la sentence définitive a été proclamée. Nous allons réouvrir les enquêtes. N'est-ce pas légalement, ça fera, permettez-moi, ça fera l'objet d'un texte de loi voté au Parlement. Donc vous ferez également incursion dans les affaires judiciaires, ce que vous reprochez précédemment aux autres? Nous ne ferons pas incursion, j'ai bien dit, nous allons voter un texte de loi au Parlement. À partir de ce moment-là, le judiciaire peut aisément s'exprimer parce que le judiciaire veille à ce que... Je veux dire que c'est simplement rendre légal ce que vous reprochez aux autres. Mais justement, vous parlez, donc vous avez trouvé le mot, c'est l'égalité. Parce que justement, il faut respecter la séparation des pouvoirs. Je vous précise que demain, nous entendons faire de l'actuel Parlement la Chambre haute et nous allons créer le CNDT, la réforme de l'État, le Conseil national des traditions, qui lui deviendra la Chambre basse. L'actuel Sénat va être dissous parce qu'il est budgétivore. Mais nous n'allons pas nous égarer. Donc, ce texte de loi, donc, nous permettra de réouvrir dans les enquêtes pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Ceux qui sont innocents, nous verrons personnellement à ce qu'ils soient libérés et dédommagés par l'État camerounais. Le PSU, s'il n'y a pas de fonds dans les caisses, le PSU permettra à ce que ces gens soient dédommagés. Parce que c'est aussi ça sa vocation, l'aspect social. Ceux qui sont reconnus coupables, M. Djipita Tongo, qui ne peuvent pas justifier la provenance de leurs biens, nous dire aisément comment ils en sont arrivés à avoir 500 milliards sur un compte lambda, ou comment ils sont arrivés à avoir 40 milliards enterrés sous leur résidence, ceux-là, nous leur donnerons 90 jours pour ramener les fonds détournés. L'État camerounais prélèvera 25% au bénéfice du trésor public. 75%, nous allons leur demander de se rapprocher de la CONI, la Commission nationale d'investissement, pour investir et employer les Camerounais. Au préalable, ils signeront un engagement préventif de ne plus jamais se mêler de la politique. À ce moment, si on les prend une réunion politique, ils repartent aux arrêts en cours le double de la peine. Et si
Passé ces 90 jours, M. Djipita Tongo, il ne ramène pas ses fonds. Écoutez, nous allons commencer par fusiller certains parmi eux. Et ils comprendront que l'heure de la récréation est terminée. Mais parce que le code électoral, le code de le régime actuel, même dans la dénonciation la plus forte, depuis, je crois, 2009 ou 2010, n'a plus jamais appliqué la peine de mort. Hein. Monsieur Djipita Tongo, vous nous ramenez la peine de mort? La peine de mort est prévue dans notre code pénal. Les États-Unis l'appliquent, la Chine l'applique, l'Iran l'applique. Vous savez, Victor Hugo disait dans le dernier jour d'un condamné. Vous savez qu'est-ce qu'il disait dans le dernier jour d'un condamné? Vous pouvez me le rappeler? C'est pour ne pas être victime d'un assassin qu'on accepte de mourir quand on le devient. Quand vous volez la chose publique qui doit servir à la collectivité et qu'on arrive à se retrouver avec des jeunes filles, nos jeunes sœurs, qui n'arrivent pas à faire des enfants, à mettre des enfants au monde, et au point d'être éventrés, vous êtes aux arrêts dans des cellules cossues, climatisées, vous allez au tribunal en costard cravate, tirez à 4 épingles. Monsieur Djipita Tongo, je vais leur donner 90 jours. Donc, et s'ils n'ont pas rapatrié ces fonds, ils seront fusillés. Je vais les fusiller. La peine de mort doit être appliquée, sera appliquée. Relisez le code pénal, c'est prévu. Je vous ai dit, le troisième régime va appliquer la loi. Nous n'allons pas inventer au fil la coupe du beurre. Vous savez, De Gaulle disait, aucun intérêt, aucune vie, fût-elle celle d'un homme d'État, ne doit être évoquée quand il s'agit des intérêts de la vie d'une nation. Quand il s'agit de la nation, les intérêts partisans, spécifiques, individuels disparaissent. Même si c'est moi qui suis une entrave au développement du Cameroun, M. Djipita Tongo, j'ai à être éliminé. Parce qu'on parle de la collectivité, on parle du bien-être des masses. En quelques mots, le Cameroun traverse une crise, je ne vous apprends rien, qui se mue en crise armée, puisque plus de 160 000 Camerounais ont traversé la frontière, du moins sont en déplacement, qu'ils soient internes ou à l'extérieur. On compte plus d'1 millier de morts déjà, que ce soit les populations civiles ou des hommes en tenue qui sont tombés. Alors vous, comment vous faites déjà pour stopper cette crise-là, pour rassurer nos compatriotes qui sont de l'autre côté? On ne va quand même pas ignorer ce que certains pensent. Certains pensent qu'ils sont spoliés dans leur richesse, que la guerre qui se mène là-bas, c'est simplement pour bénéficier de ressources de sous-sol et procéder au développement de leur localité. Comment vous stoppez tout ça et comment vous redonnez confiance à ces populations-là? Comment vous développez non seulement ces zones, mais au-delà, on sait bien qu'il y a des revendications qui viennent également d'autre part, manque d'eau, d'électricité, de routes et bien d'autres. Déjà, je vais entrer pour dire, pour le manque d'eau, que rien que connaissent nos cités. Demain, nous entendons mettre sur pied la Société camerounaise de forage, qui aura vocation à construire les forages partout. Nous allons revoir les contrats qui nous lient aux sociétés adjudicatrices d'eau, de manière à ce que, voilà, les termes du contrat soient respectés et que l'eau soit à la disposition des ménages. On va nous réinstaurer les bornes fontaines. Mais si l'objectif n'est pas que les gens aillent vers les bornes fontaines, l'objectif est qu'on apporte l'eau aux ménages. C'est pour ça qu'on a parlé de la Société camerounaise de forage. Soit. Concernant, revenir à la question que vous posez sur la crise anglophone, je précise qu'en 2007, je vous ai dit tantôt quand j'ai saisi le chef de l'État, c'est récemment que j'ai eu, si vous voulez, l'allégresse, comme ça, de découvrir que ça fait partie des revendications qui étaient celles du feu président John Goufoncha. Le port de Limbe, le décret a été signé en 2013, en juillet 2013. La route Koumbaman fait qui a vu le jour, et beaucoup d'autres suggestions, l'université de Bamenda. Et ça, quand j'ai proposé ça en 2007, M. Djipita Tongo, la crise anglophone n'était pas là. Et je précise que le texte unitaire a été signé en 1972, il se voulait renouvelable sur 30 ans. 1972 nous a conduit à 2002. Depuis 2002, on est entré dans la forclusion. Parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement, les élites ne se sont pas réassises. On s'est dit, du fait de cette unité, il y a eu un syncrétisme sociologique. Les autres sont déjà intégrés dans cet état unitaire-là, mais on a oublié que les spécificités, quelquefois, ont la tête dure. Même si je dois préciser que les régions anglophones ont été placées sous la tutelle de 1922 à 61, ça fait à peine 39 ans. Mais ils ont gardé au fond d'eux
la culture anglo-saxonne. On a cohabité ensemble de 61 à 2016 quand la crise éclate profondément. On n'a pas pu les amener à intégrer le mode de vie socio-anthropologique qui est celui du Cameroun d'antan, Cameroun de 1472. Parce que le Cameroun comme entité, depuis 1472, quand arrive Fernando Po au Rio dos Camaroes, c'est 1472. Nous sommes tous sous la bannière camerounaise. En 1884, Boya est la capitale du Cameroun, ça ne dérange personne. Je précise que c'est Douala Mangabel qui s'est battu pour que les Anglais arrivent au Cameroun, au détriment des Allemands. Alors nous, prenons donc en compte ce passage historique, parce que je dis, il est important, M. Djipita Tongo, de prendre en compte l'antériorité historique à l'avènement des indépendances. On ne peut pas commencer le Cameroun juste à partir des périodes d'indépendance. Non, il y a une antériorité historique et on doit la prendre en compte. Prenons donc cette antériorité historique en compte. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il y a effectivement un malaise. Et ce malaise sociologique, nous ne pouvons pas nous dire les régions anglophones vivent les mêmes tares que le reste du pays, parce que justement ces régions hier, du fait d'un certain passage historique, ont failli devenir des États, ou alors sont devenus pratiquement des États. Même si, je dois préciser qu'en 1959, les Britanniques ont fait voter une résolution, ils prenaient l'engagement de ne pas faire du Southern Cameroun un État. Cette résolution est à l'ONU. Alors, à partir de ce moment, on se dit, ok, il y a un malaise social. La crise anglophone aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'elle n'est plus corporatiste. Elle n'est pas une crise sociale, elle est une crise institutionnelle et constitutionnelle. À partir de ce moment, il convient donc de lui apporter des réponses constitutionnelles et institutionnelles. Raison pour laquelle j'ai pensé dans un premier temps, il y a un an, 11 mesures, 11 suggestions de sortie de crise. D'ailleurs, le 20, j'invite d'ailleurs tous les Camerounais à me rejoindre. Le 20 juin, je profite de vos antennes, de cette plateforme que vous m'offrez, pour la marche pacifique et patriotique qu'on va engager de Mobile Bonacqua jusqu'au service du gouverneur. Question d'aller leur remettre les 15 suggestions. On avait déjà l'autorisation. Nous avons déposé la demande. Je crois que lundi, en début de semaine, nous serons fixés. À partir de ce moment-là, nous entendons aller remettre officiellement nos suggestions à l'État pour nous sortir de crise. À quoi se résument ces suggestions? Nous avons dit la crise institutionnelle et constitutionnelle. Il faut donc lui apporter des réponses y afférentes. On s'est dit, il faut aller au dialogue, un dialogue inclusif. Mais pour aller au dialogue, M. Djipita Tongo, il faut bien poser les bases du dialogue. Même quand elles sont insignifiantes, mais il faut qu'elles soient là. Si je dis, je veux prendre votre fille pour épouse, elle me plaît, je suis prêt à payer 50 000 francs pour sa dot. Et vous vouliez me demander la dot. J'ai déjà posé la base à 50 000. Il vous appartient, je dis 50 000 c'est insignifiant. Ma fille, on la dote à 1 million. Au moins, j'ai déjà posé la base. Mais si je viens juste te parler comme ça, sans base, c'est difficile. Alors, on a donc dit, demain, nous proposons, nous suggérons que nous soit instauré au Cameroun un scrutin plurinominal à la présidentielle. Avec le ticket président et vice-président. Donc 2 tours. Non. Même si c'est un tour, c'est pas grave. À 2 tours, mais même si c'est un tour. Toujours est-il que nous voulons le ticket président et vice-président. Okay. Si le président est d'origine géographique, je précise géographique, parce que l'anglophonie aujourd'hui, quand un francophone envoie son enfant à l'école anglophone, ce qui est d'ailleurs la majeure partie des cas, il est quoi? Anglophone ou francophone? Donc l'anglophonie ne doit plus, si on ne veut pas le résumer juste à l'aspect linguistique, prenons donc ça sous l'aspect régional. Donc, les zones géographiques, donc, francophones, si le candidat y est issu, le vice-président doit être de zone géographique anglophone et vice-versa. À partir de ce moment, le vice-président est le successeur constitutionnel. Ça, c'est la première mesure au niveau de l'exécutif. Au niveau du législatif, nous avons préconisé que 25% du Parlement soit dévolu pour les 2 régions anglophones, soit 45 députés pour les 180 actuels. Même si je précise qu'on va passer à 190 députés, parce qu'on aura 2 députés en plus, 10 députés en plus, 2 par continent, qui vont représenter notre diaspora au Parlement. On aura 2 de l'Océanie, l'Afrique, l'Europe et ainsi de suite. Mais on va sur la base des 180 actuels, 25% de la Chambre sera dévolue pour les 2 régions anglophones, soit 20 pour le sud-ouest
25 pour le nord-ouest. À partir de ce moment, c'est la réforme législative. Au niveau du judiciaire, le président de la République, quand il sera francophone, le président du Haut Conseil de la magistrature, ou alors au pire des cas, le président du Conseil constitutionnel devra être anglophone, ou de la Cour suprême devra être anglophone et vice-versa. Ça, c'est au niveau du judiciaire. On ne pourra plus avoir un président francophone, un président de la Cour suprême francophone. Non. Il faut prendre cet aspect, ce problème avec des pincettes. À côté de ça, donc, M. Djipita Tongo, quand on a donc fait ces réformes-là, on se dit, 2 de nos 5 ministères de souveraineté devront être dévolus aux anglophones. Ça veut dire que les ministères de souveraineté, on en recense l'administration territoriale, la défense, les affaires étrangères, la justice et les finances. 2 de ces ministères doivent être gérés par les ressortissants des régions anglophones. Voilà une réforme. Autre réforme, 30% de nos sociétés d'État doivent être gérées par les ressortissants des régions anglophones. Parce que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Nous sommes même prêts à aller plus loin pour que, voilà, demain, 25% du budget de l'État soit dévolu pour le développement des 2 régions anglophones. Les autres 75% développent le reste du pays. Et c'est géré par une agence spécialisée. Nous avons préconisé que dans cette optique-là, que les formations sécuritaires, police, ENAM, gendarmerie, armée, tout ce que vous voulez, obéissent aux normes du bilinguisme. Nous avons préconisé demain d'instaurer la création d'une langue nationale camerounaise qui va prendre en compte le français, l'anglais et nos langues vernaculaires. Cette langue va s'appeler le Moumir, en hommage à Félix Roland Moumier, parce qu'il faut honorer nos pères fondateurs. Elle va s'appeler le Moumir. Le Moumir sera la symbiose du français, de l'anglais, de nos langues vernaculaires, parce que quelquefois tu dis, mais Moula, Joe, l'angala, les Bouanga, on sait que Bouanga chez les Douala, c'est les 5. Moula qui m'a dit, dis donc, brûle-moi un peu Madiba là-bas, on sait que Madiba, chez les Douala, c'est de l'eau. Joe, ouais, mon cap. Alors, on mettra donc en place un comité scientifique qui devra nous produire le dictionnaire du Moumir. Ça, c'est pour dépasser l'héritage colonial français-anglais, pour que nos enfants à venir ne se retrouvent plus à régler les mêmes problèmes que nous réglons aujourd'hui. C'est ça notre rôle d'être providentiel. Bref, toutes ces mesures, il y en a plein d'autres qui font partie de ce chapelet des 16 mesures-là. Nous les posons comme suggestion pour la résolution de cette crise. Nous avons parlé, il y a la loi d'amnistie, nous ne l'avons pas dit, qu'il faut signer, la loi d'amnistie pour que tous ceux qui ont été mis en cause dans le cadre de cette crise soient amnistiés, tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans le cadre de cette crise, qu'ils soient dédommagés. Et qu'on mette en place la commission vérité, il y a un nom qui... Réconciliation? Non, pas réconciliation. Vérité, suggestion, il y a un terme approprié. Il y a un triptyque qu'on a choisi là, il ne me revient pas à l'esprit. S'il me revient tout à l'heure, je vous le communiquerai. Donc à partir de ce moment, nous avons dit, si in fine, toutes ces propositions ne servent pas la cause de la paix, parce que l'actuel chef de l'État a dit, il faut mendier la paix. Nous avons applaudi ce discours, il était pleinement carantiste. Mais d'où vient-il qu'à l'arrivée au Cameroun, venant d'Abidjan, à l'aéroport, que le chef de l'État dise, c'est donc dorénavant clair pour tout le monde, comme si on attendait que les autres faillissent, on doit aller à la guerre. Aujourd'hui, on a 2 guerres sur le territoire, on n'est pas en paix. Donc si, in fine, toutes ces mesures ne vont pas, M. Djipita Tongo, ça c'est le projet. Nous allons donc, si ces mesures ne vont pas, nous sommes prêts à aller au fédéralisme. Aujourd'hui, je vais vous le dire ici, M. Djipita Tongo, nous sommes pour le fédéralisme à 1 milliard % aujourd'hui plus qu'hier, au vu de ce qui est arrivé dernièrement, l'incident avec le monument de Oumyobé. Nous avons estimé donc que le fédéralisme n'est pas la séparation. Le fédéralisme, c'est que voilà, chacun prend sur lui de développer sa région. Ça crée l'émulation plutôt. Ça renforce les liens. Et ça crée le respect. Ça renforce les liens comment si chacun, si on sort de l'unité nationale pour... Non, qui a dit que c'est la désunion? L'unité régionale. Qui a dit que c'est la désunion? Regardez les États-Unis. Non, mais c'est peut-être un écart de langage. Mais ce que je veux dire... Pour revenir un peu plus haut, on va en parler dans quelques minutes. C'est vrai qu'on est en pleine sortie. Oui. Alors, vous avez fait le projet de sortie de crise pour ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon, mais ça, c'est le projet. Je veux dire qu'actuellement, comment on fait pour stopper cette guerre? Puisqu'il y a des combats qui se déroulent.
vous appelez tout le monde sur la table de négociation, vous allez chercher à Yoktabe à Yaoundé, vous allez chercher à Yabacho, vous allez prendre tous ceux qui, comme le disent les différents rapports, financent ce mouvement-là, y compris les plus déterminés qui disent que c'est la sécession ou rien. Mr. Jupiter Tongo, when there's a problem in your home, you have to do all means to look for peace. You know, peace is priceless. There's nothing above peace, because peace is a part of love, you know. And when you are looking for it, you should not bring up what I may call suspicion, you know. Everybody may be invited to look for that peace, you know. All our brothers in the southern Cameroon, Anglophone region of our countries, they're not looking for secession. They were not looking for secession yesterday. They told me, sincerely, when we called for secession, it was with the aim that at least we got to federalism. Now, if, as I suggest it, as I just presented it here a while ago, our 15 measures to bring up solutions to settle that crisis, I hope they will follow. Donc je pense que si on veut la paix, si on veut mendier la paix, on ne peut exclure personne. Ils sont devenus sécessionnistes, ils le disent. Mais vous avez lu le rapport Moussanga, M. Djipita Tongo? Ah, parfaitement, j'ai fait toute une émission dessus. Alors, vous avez analysé, vous l'avez décrypté. L'approche analytique qui en ressort, c'était laquelle? Moi, je vous envoie la question. Quand vous le lisez, à l'analyse froide, vous avez des gens qui vous demandent de rapporter la dépôt du feu président Idjo, le premier président. D'accord? Vous avez des gens qui vous demandent d'instaurer, de reconnaître la double nationalité. Vous avez des gens qui vous demandent de rendre évident le bilinguisme, qui vous demandent le fédéralisme. Mais, M. Djipita Tongo, vous ne demandez pas de rapporter le président d'un pays auquel vous n'appartenez plus. Par analogie, le message qu'il nous lance, c'est que nous sommes Camerounais. Nous sommes donc Camerounais. Il y a un malaise. Et je vais vous dire autre chose, M. Djipita Tongo. Cette crise, au-delà de toutes les raisons scientifiques, sociologiques qu'on peut évoquer, elle a un fond mystique. Parce que justement, elle trahit la fin de règne. Vous souvenez-vous quand le président Mobutu devait partir au Zaïre, il y avait les Banyamulenge aux frontières, il y avait des bruits de bottes. Lors de Prima Coria, c'est 30 ans de pacte satanique, 30 ans d'un pacte avec le diable, et quand arrive 30 ans, les gens se réveillent comme d'une certaine léthargie. Je vous rappelle que l'actuel parti au pouvoir est né dans la nuit du 24 au 25 mars 1985 au nord-ouest à Bamenda. Un an plus tard, ils ont choisi comme symbole la flamme. Un an plus tard, le 21 août, on a eu la catastrophe de Lagnos qui fit 1800 morts. On a commencé après ça à brûler les Camerounais dans les rues sous le prétexte qu'ils ont volé. Le feu a commencé des ravages. Quand cette crise a commencé le 21 novembre, un mois jour pour jour après la catastrophe des Eka qui a eu lieu le 21 octobre, toujours le 21, le premier symbole a été quoi? On a incinéré les effigies du parti au pouvoir. Le message était clair. C'est la fin du règne. Quand j'ai dit je ne vais pas aux élections, M. Djipita Tongo, j'ai dit à nos compatriotes tout à l'heure, j'étais en train de dérouler, comment on fait des dons à la nation. Le plus cynique ici, c'est qu'on leur exige des décharges biométriques. Parce que je reviens là. Ces décharges biométriques, c'est pour quelle fin? Quand vous prenez vos empreintes, on vous filme. Nous avons des raisons de croire que c'est pour fabriquer d'abord des cartes d'identité, voire des cartes électorales fictives. Et actuellement, ils sont en train de remplir les procès-verbaux des élections à venir. La loi les couvre même d'ailleurs dans ce sens. Le code électoral est clair. En cas de contestation, c'est les procès-verbaux de l'EC en fond de foi. Alors, je m'interroge, dans une logique d'impartialité, dans une logique de transparence, pourquoi ne pas mettre en place une approche d'élégance politique en disant, d'accord, comme c'est les procès-verbaux de l'EC qui font de foi, nous produirons dans les procès-verbaux proportionnellement au nombre de scrutateurs. Ça veut dire qu'il y aura 5 scrutateurs pour 5 candidats, l'aide de bonne guerre, que chacun rentre avec un procès-verbal rempli à l'identique. Un procès-verbal rempli à l'identique. À partir de ce moment, s'il y a contestation, son procès-verbal fera foi. Mais on a un seul procès-verbal. Même quand vous avez filmé les résultats, même quand vous avez photocopié ce procès-verbal, il n'a aucune valeur juridique. Nous avons pris ça en compte. Nous avons constaté que la dernière élection sénatoriale s'est tenue
en violation des dispositions du Code électoral en son article 216 alinéa 2, qui dit qu'elle doit se tenir 40 jours au plus tard avant l'expiration de la mandature en cours. Ça veut dire que si elle doit avoir lieu le 2 juin, avant le 2 juin, 40 jours au plus tard avant l'avènement du 2 juin, l'élection doit avoir lieu. Seulement, M. Djipita Tongo, elle s'est tenue 50 jours avant, soit 10 jours avant le délai légal. Ça n'embêtait personne, personne n'a stigmatisé ça. Est-ce que dans le cosmos, on leur a dit que c'est la date qu'il fallait, c'était la date appropriée? Cela s'est fait. En violation des textes, ça n'a irrité personne. Le Conseil constitutionnel a été nommé en violation des textes. Le chef de l'État devait nommer 3 membres du Conseil. Il a nommé tous les 11. Il devait être nommé pour 7 ans. On a modifié le texte. On a modifié le texte pour qu'il soit nommé pour 6 ans. Sur le Conseil, le chef de l'État, comment on dit, le décret, c'est le chef de l'État qui signe le décret nommant. Mais il est clair que certains membres sont faits sur proposition des autres organes institutionnels de la République. Mais c'est ça qui n'a pas été le cas. Et là, il devait être nommé pour 7 ans. 7 ans pourquoi? Parce que ça a été le cas. Non, l'Assemblée nationale a proposé. Ils y sont pour 6 ans. On a modifié la loi. Aujourd'hui, ils sont nommés pour 6 ans. Oui. Pourquoi? Parce que quand le chef de l'État est là, on a un septennat, nous tous. Vous êtes donc transparent, vous n'avez aucune pression. Vous avez la latitude de donner des résultats qui sont à ma défaveur. Je ne peux pas vous sanctionner. Parce qu'au bout de 7 ans, nous sortons tous ensemble du terrain. Mais quand j'ai 6 ans, au bout de 6 ans, vous êtes parti, je dois renommer, ça veut dire qu'à la 6e année, un an avant que ma mandature ne se termine, si j'estime que vous n'êtes pas favorable à ma gouvernance, j'ai le temps de vous enlever, de nommer une nouvelle équipe qui va m'accompagner à l'élection à venir 1 an plus tard. C'est un cynisme politique. Non, mais c'est aussi un double tranchant parce que le mandat du Conseil constitutionnel, vous le dites, oui, s'achève 1 an avant celui du chef de l'État. Oui. Ça veut dire qu'un an avant, le chef de l'État soit confirme, soit renouvelle, soit nombre de nouveaux membres, qui eux ont cette fois-là 7 ans, alors que lui n'aura plus qu'un an avec ces membres-là. Donc rien ne les lie. Non, écoutez, les membres qu'il va nommer auront toujours 6 ans, comme les autres. Oui, mais lui, il est en fin de mandat. Mais il est en fin de mandat, il va être nommé 1 an après, ils auront déjà même expiré 1 an. Alors, ils auront déjà épuisé 1 an, il va leur rester 5 ans. C'est un phénomène qui, on n'a plus que 4 minutes. Oui. C'est un phénomène qui s'en prend de l'ampleur, ça se vit sur les réseaux sociaux et même dans le quotidien, de l'ethnofascisme. Comment vous comptez, je veux dire, contenir ou contribuer à ramener la sérénité entre les citoyens? Parce que le débat, d'ailleurs, on a pris tout à l'heure l'exemple de ce qui s'est passé ici à la chefferie des Bellois, où sur un acte, j'ai failli dire de revendication, tout le monde a crié au tribalisme. Non, c'était pas du tribalisme. Vous savez, vous avez vu comment les poubelles sont remplies dans le pays. Quand les poubelles envahissent un pays, le diable a pris possession du pays. Le diable est installé au Cameroun. Parce que Satan, quand vous voulez le chercher, il faut aller à la poubelle. Parce qu'à la poubelle, vous jetez les os que vous avez rongés. Vous jetez les arêtes de poisson. Vous jetez les sous-vêtements. Vous jetez les garnitures de femmes, les cheveux, les ongles, tout ce que vous voulez. Satan au Cameroun. Ce qui s'est passé, si vous demandez au chef aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il peut vous dire ce qui leur est arrivé. C'est tout simplement la prophétie qui va à son accomplissement. C'est le lit des affrontements fratricides qui arrivent. Cet ethno-fascisme-là, je dis demain, il sera interdit de parler en langue nationale sur la place dans l'administration camerounaise. C'est-à-dire que vous entrez dans un bureau, vous n'avez pas à vous exprimer en langue vernaculaire. Vous le faites, vous êtes sanctionné. Votre dossier même ne sera, si vous venez pour un dossier, écoutez, il ne sera même pas réceptionné. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, demain, on entend éradiquer cette géopolitique-là au profit de la méritocratie. Aucun ministre, aucune autorité nommée ne sera autorisé à aller fêter au village. Donc on jette toutes nos langues nationales. Non, on ne les jette pas. On ne les jette pas. Nous ne les jetons pas, au contraire, on les revalorise. C'est pour ça que je vous ai parlé du CNDT. Au niveau de la diaspora, on va mettre une commission. Parce que vous êtes interdit de parler de la langue maternelle. Dans une administration. Monsieur Djipita Tongo, imaginez quelqu'un qui vient pour un dossier dans un ministère. Vous avez un secrétaire qui est là, vous êtes là depuis 2 heures de temps. Et puis quelqu'un qui arrive, oh, Moutoudou, Mané, Nandje, Manahe, tout de suite, il est favorisé, au détriment de vous qui êtes là depuis 2 heures de temps. Il sera donc interdit de parler en langue vernaculaire dans nos administrations. Ça, c'est la première mesure. Maintenant, pour valoriser nos langues, nous mettrons demain une commission sur pied linguistique qui aura vocation à enseigner nos langues vernaculaires, même à nos enfants, dans les ambassades auprès de la diaspora, comme le centre
l'Institut Goethe, le British Council et tout ça là. Parce que vous avez des compatriotes qui ont émigré depuis 20 ans. Mais leurs enfants peuvent déjà l'apprendre au Bassa, le monde dans les tonnes et tout ça là, dans les ambassades. Et maintenant, M. Djipita Tongo, je dis, pour la langue, les langues officielles, le français et l'anglais, dès qu'on est nommé, aucun membre de l'administration, aucun fonctionnaire, 2 ans plus tard, après notre arrivée aux affaires, ne pourra continuer à exercer s'il n'est pas parfaitement bilingue. Tout le pays aura maximum 2 ans pour s'arrimer au bilinguisme. Voilà les solutions qu'on entend mettre sur pied pour sortir de ce serpent de mer. Donc, promouvoir le français et l'anglais dans les administrations et retirer nos langues maternelles. Mais nos langues maternelles ne sont pas dans l'administration. Aujourd'hui, elles servent à renforcer le favoritisme. On va promouvoir le français et l'anglais en attendant que n'émerge le moumir. Je vous en ai parlé. On va promouvoir le bilinguisme. Vous savez, aujourd'hui, le bilinguisme, l'article 1 de notre constitution, en son alinéa 3, dit que le bilinguisme doit régir la vie de la nation. Mais M. Djipita Tongo, prenez notre monnaie. Je vous envoie sur la coupure de 500 francs. Je n'arrête jamais de le dire. Sur la coupure de 500 francs, on a poussé le cynisme loin. En gravant dessus le français, l'alphabet français, B, A, bas, robe, machin. Et là, quand vous prenez ce billet en recto verso, il est purement imprimé en français. Il vient de disposition de notre constitution. Je vous remercie. Je vous en prie, M. Djipita Tongo. Et je vous souhaite qu'il sait peut-être d'être le 3e président de la République. C'est ma destinée, elle s'accomplira. Et comme mortel sous le soleil, ne va m'empêcher d'être chef de l'État au Cameroun. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. On est avec Jean-Marc Gosse, qui, comme vous le savez, je l'ai dit à l'entrée, le président du parti de l'Esprit d'Avril 48. Il nous a déroulé. S'il vous plaît, M. Djipita Tongo, permettez-moi de souhaiter une très bonne fête de fin de Ramadan à tous nos frères de la communauté musulmane. Absolument. Je leur dis assalamu alaikum, barka da salam. Bonne fête à vous également, chers amis. D'ailleurs, c'est ce vendredi que la fête va se célébrer ici au Cameroun. Et moi, je serai très heureux de vous retrouver jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec. Bonsoir.